Dans les coulisses du pouvoir se joue une partie dont toutes les règles échappent au commun des mortels. Une partie où l'argent et l'influence s'échappent bien loin des regards, où les véritables décisions se prennent dans l'ombre des salons feutrés plutôt que dans l'hémicycle des parlements. Emmanuel Macron, un nom qui semblait surgir de nulle part en 2017, un président ni de droite ni de gauche, un homme providentiel nous disait-on. Mais qui est vraiment cet homme au sourire lisse et au discours parfaitement calibré? Derrière l'image soigneuse construite du jeune président dynamique se dissimule un parcours bien plus troublant, jalonné de connexions et d'allégeances invisibles. Un parcours qui mène invariablement aux plus hautes sphères de la finance mondiale. Rothschild, ce nom mythique presque légendaire, évocateur de richesse et de pouvoir, et c'est dans ce temple de la haute finance qu'Emmanuel Macron a été initié aux arcanes du capitaliste mondialisé. C'est là-bas qu'il a appris à orchestrer les mouvements de milliards d'euros. Il a appris aussi à restructurer des empires et à façonner l'économie mondiale bien loin du contrôle démocratique. Mais alors comment un jeune inspecteur des finances sans expérience bancaire a-t-il pu intégrer ce cercle ultra fermé? Qui finalement l'a coopté? Qui a ouvert les portes? Et surtout, pourquoi? Car, ne l'oubliez jamais, rien n'arrive par hasard à ces niveaux de pouvoir. Chaque promotion, chaque nomination, chaque ascension fulgurante répond à une logique implacable. Celle des réseaux d'influence qui contrôlent véritablement nos sociétés. Des réseaux qui transcendent les frontières, les partis politiques et même les États. Des réseaux pour qui la politique n'est qu'un instrument au service d'intérêts bien plus vastes. Alors, ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est comment un banquier d'affaires formé par l'élite financière est devenu le président d'une république qui prétend encore être gouverné du peuple, par le peuple, pour le peuple. Une histoire de pouvoir et d'argent. Une histoire de manipulation et d'influence. Une histoire qui explique pourquoi, malgré les alternances politiques, les mêmes politiques économiques continuent inexorablement de servir les mêmes intérêts. Alors, tout ça, ça commence officiellement en 2008. Tandis que le monde s'effondre dans la plus grande crise financière du siècle, Emmanuel Macron, jeune inspecteur des finances, rejoint la banque Rothschild. Un timing pour le moins très étrange. Quitter la sécurité de la fonction publique pour plonger dans l'épicentre de la tempête financière. Mais la véritable question n'est pas quand, mais plutôt comment. Comment un homme sans expérience bancaire intègre directement l'une des banques d'affaires les plus prestigieuses et fermées de Paris. Le premier indice se trouve dans son passage à l'inspection des finances. Ce corps d'élite qui fournit à la France tant de ministres et de PDG. C'est là qu'il rencontre Jean-Pierre Jouvet, futur secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Un premier mentor stratégique. Mais la pièce maîtresse de ce puzzle, vous le connaissez sûrement, c'est Jacques Attali. Conseiller de l'ombre de tous les présidents depuis Mitterrand, repère Macron et l'intègre à sa commission pour la libération de la croissance en 2017. Une commission qui réunit le gratin de l'élite économique française. Et c'est Attali qu'il recommande personnellement à la famille Rothschild. Je cite: il faut des banquiers d'affaires qui sachent ce qu'est l'intérêt général, aurait déclaré Attali pour justifier cette cooptation. Une formule qui aujourd'hui prend une résonance particulière. Car Jacques Attali n'est pas un simple conseiller politique, c'est le fondateur de la BERD et très proche du Forum économique mondial de Davos, membre des cercles les plus confidentiels du pouvoir mondial. Il est l'un des architectes de cette gouvernance globale qui s'exerce bien loin des processus démocratiques. Et certains le considèrent même comme l'un des prêtres de ce pseudo nouvel ordre mondial qui transcende les états-nations traditionnels. Mais alors, vous devez vous demander pourquoi Jacques Attali a-t-il choisi Macron? Qu'a-t-il vu réellement en lui? Un esprit peut-être malléable, un exécutant parfait ou un élément clé d'un plan conçu bien en amont de tout ça? Et sûrement destiné à préserver les intérêts de cette élite transnationale face à tous les mouvements populaires qui commençaient à émerger partout en Europe. À Rothschild, les nouveaux venus passent souvent des années à gravir les échelons. Pas Macron. En quelques mois à peine, il se retrouve à négocier des transactions majeures. Coïncidence? Ou alors le signe d'un parcours orchestré? David de Rothschild lui-même prend Macron sous son aile, une anomalie dans ce monde impitoyable. Il a un charme fou, dira plus tard le patriarche de la banque. Mais dans l'univers de la haute finance, le charme ne suffit pas. Il y a quelque chose d'autre à jouer. La famille de Rothschild, dont l'histoire se confond souvent avec celle du capitalisme moderne, n'a pas survécu 2 siècles au sommet du pouvoir financier par sentimentalisme. Chaque décision, chaque recrutement répond à une stratégie précise. Macron était-il destiné dès le départ à devenir le relais d'influence au plus
haut niveau de l'État français, sa première grande opération, conseiller le groupe allemand pharmaceutique Pfizer pour la vente d'une filiale à un autre laboratoire. Un baptême de feu qui lui ouvre la porte à des grands deals internationaux. Pfizer, un nom qui résonnera étrangement des années plus tard lors de la crise du Covid-19, lorsque le gouvernement Macron signera des contrats opaques de plusieurs milliards de dollars d'euros avec le géant pharmaceutique. Une simple coïncidence peut-être. Puis vient le rachat par le groupe Atos de la société Siemens IT, une transaction à 850 millions d'euros. Un succès qui attire l'attention des grands patrons français, notamment celle de Serge Weinberg, ancien PDG de PPR et futur président de Sanofi, qui deviendra l'un de ses soutiens politiques les plus fidèles. 2012, le deal qui le propulse définitivement. L'acquisition par Nestlé de la branche nutrition infantile de Pfizer, 9 milliards d'euros. Une transaction qui lui vaut des commissions personnelles estimées entre 2 et 3 millions d'euros et le surnom de Mozart de la finance. Alors comment un banquier quasi débutant a-t-il pu piloter une transaction de cette ampleur? La question reste entière. Ce qui est certain, c'est qu'en 4 ans seulement, cet outsider est devenu l'un des banquiers les plus en vue de Paris. Un associé gérant de Rothschild à 31 ans, du jamais vu dans l'histoire récente de la banque. Et ce qu'on mentionne rarement, c'est l'impact réel de ces méga fusions, sur lesquelles les banquiers empochent des millions d'euros. Cette transaction particulière a renforcé un oligopole mondial sur le lait infantile, affectant le prix et l'accès à la nutrition pour des millions de bébés à travers le monde. Mais finalement, qui s'en soucie quand les bonus tombent? Les méthodes d'optimisation fiscale font partie intégrante de cette grande opération. Nestlé, comme la plupart des multinationales conseillées par les banques d'affaires, utilise abondamment les paradis fiscaux pour minimiser ses contributions. Une pratique qu'Emmanuel Macron connaît parfaitement. Pourtant, une fois au pouvoir, sa lutte contre l'évasion fiscale restera remarquablement timide. Pendant son passage à Rothschild, Macron n'est pas simplement un banquier. Il navigue dans un écosystème où finance et politique sont indissociables. Il rencontre régulièrement Henri de Castries, PDG d'AXA et président du groupe Bilderberg. Un homme qui sera plus tard envisagé comme possible Premier ministre en cas de victoire de François Fillon en 2017. Alors, c'est quoi le groupe Bilderberg? C'est une sorte d'organisation secrète fondée en 1954 où les plus puissants décideurs mondiaux se réunissent chaque année à huis clos sans aucun compte-rendu officiel. Ce que la plupart des médias qualifient comme théorie du complot est pourtant une réalité bien documentée. Des PDG de multinationales, des banquiers centraux, des chefs d'État y côtoient les propriétaires des plus grands groupes médiatiques dans le plus grand secret. Les décisions qui y sont prises affectent la vie de milliards d'êtres humains. Mais aucun citoyen n'y a accès. Henry Kissinger, David Rockefeller, la famille Rothschild, les grands banquiers de Wall Street, Skull and Bones, etc. Tous se retrouvent régulièrement dans cette conclave fermée où se dessine la marche du monde. Et c'est précisément dans ces cercles que Macron a été introduit. Et tout ça bien avant son ascension à la présidence. Macron se rapproche également de René Proglio, banquier d'affaires et frère jumeau d'Henri Proglio, alors PDG d'EDF. Un autre lien direct vers les sommets du capitalisme français. Moins connu est son rapprochement avec Marc Ladret de Lacharrière, milliardaire et propriétaire de la société Fimalac et de l'agence de notation financière Fitch Ratings. Un homme qui financera plus tard discrètement sa campagne et qui sera impliqué dans l'affaire Pénélope Fillon, contribuant indirectement à éliminer son principal rival de la course présidentielle. Cette affaire Fillon qui a décapité la droite française au moment le plus crucial de la campagne présidentielle mérite qu'on s'y attarde un peu. Comment le canard enchaîné a-t-il obtenu précisément ces informations? Et pourquoi à ce moment précis? Et surtout, comment une enquête judiciaire a-t-elle pu être menée à une vitesse aussi inédite? Alors que des affaires similaires traînent habituellement pendant des années. Qui avait intérêt à éliminer François Fillon, qui était à cette époque le favori de la présidentielle? Les dîners du siècle, ce club ultra sélect où se retrouve toute l'élite française accueillant régulièrement les jeunes banquiers. Ces soirées feutrées où politiques, médias et grands patrons tissent leur alliance loin des regards indiscrets. Et c'est là que se dessinent souvent des grandes orientations du capitalisme français. Sa méthode fait merveille. Il cultive l'art de comprendre instantanément les enjeux de ses interlocuteurs. Il parle leur langage, leur fait croire qu'ils partagent leurs préoccupations. Je cite, il a cette capacité à faire croire à chaque personne qu'il rencontre
qu'elle est la plus importante à ses yeux, confiera plus tard un ancien collègue à lui. 2012, changement de cap. François Hollande est élu président. Macron, grâce à ses réseaux, notamment Jean-Pierre Jouyet et Jacques Attali, intègre l'Élysée comme secrétaire général adjoint. Il quitte Rothschild avec un paquet d'argent et des connexions qui vaudront de l'or. Et ce que peu de médias soulignent, c'est que Macron maintient des liens étroits avec le milieu financier pendant tout son passage à l'Élysée. Il continue de fréquenter ses anciens clients, aussi ses collègues, il entretient son réseau. La frontière entre intérêt public et privé devient de plus en plus poreuse. Et l'affaire Alstom est l'illustration parfaite. Alors que le géant français de l'énergie et du transport est vendu à l'américain General Electric en 2014, Macron, devenu ministre de l'économie, valide une transaction critiquée pour son manque de vision stratégique nationale. Coïncidence troublante, Rothschild avait été l'un des conseillers historiques de General Electric, ce qui est très rarement mentionné. Et cette vente d'Alstom a donné lieu à d'étranges manœuvres stratégiques. Le PDG d'Alstom, Patrick Cron, négocie la vente alors qu'il est sous la menace d'un procureur du département de justice américain. Une fois la vente conclue, les poursuites américaines s'évanouissent miraculeusement. Macron, en tant que ministre, aurait pu bloquer cette opération au nom des intérêts stratégiques français. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ça, à votre avis? Frédéric Periuzzi, cadre d'Alstom, arrêté aux États-Unis, emprisonné pendant des années, a parlé d'une, je cite, guerre économique orchestrée par les Américains pour s'emparer d'un fleuron industriel français. Une guerre dans laquelle certains responsables français semblent avoir joué contre leur propre camp. 2014, un événement crucial mais peu médiatisé. Macron, simple conseiller à l'Élysée, reçoit une invitation exceptionnelle au club Bilderberg. Ce club ultra select où se réunissent tous les élites mondiaux. Alors, une anomalie, pas pour ceux qui comprennent les rouages du pouvoir réel. Cette même année, Macron participe à un autre événement, presque inconnu du grand public. La réunion du groupe Saltsjöbaden, ou Saltsjöbaden, je sais pas comment ça se dit. Le nom d'une station balnéaire suédoise. Ce think tank international réunit l'élite de la finance mondiale. Et aussi quelques décideurs politiques triés sur le volet. Aucun compte-rendu officiel n'est publié. Les discussions restent strictement confidentielles. Alors, qu'est-ce qui s'y est dit concrètement? Quels engagements y ont été pris? Ça restera un mystère. Et c'est la même année qu'il est nommé ministre de l'économie, à 36 ans à peine, sans jamais avoir été élu. Un poste stratégique qui lui offre une exposition médiatique nationale et un tremplin idéal. Sa loi, dite loi Macron, est condensée de mesures de dérégulation qui ravissent le monde des affaires. Libéralisation du transport par autocar, du travail du dimanche, des professions réglementées, un texte que n'aurait pas renié un gouvernement de droite. L'homme qui se présentait comme un socialiste montre son vrai visage, celui d'un libéral à l'école de la finance internationale. Rien d'étonnant quand on connaît son véritable parcours. Macron quitte le gouvernement pour fonder son mouvement En Marche, dont les initiales EM, correspondant à ses initiales personnelles au passage. Alors, vous êtes au courant, une campagne présidentielle nécessite des fonds énorme. Alors comment a-t-il financé tout ça? Officiellement, c'est des dons individuels. Mais en coulisses, le réseau Rothschild s'active. Les grands patrons français répondent présents. Les rencontres discrètes se multiplient dans tous les beaux quartiers parisiens. Des sources bien informées évoquent également des réunions secrètes avec des représentants de ce qu'on appelle pudiquement la communauté du renseignement américain. Voilà. Et des documents Wikileaks, dédicace Julien Assange, ont révélé que John Podesta, directeur de campagne d'Hillary Clinton et figure centrale de l'établissement américain, suivait de très près l'ascension de Macron. Pourquoi cet intérêt soudain d'une partie de l'élite américaine pour un politique français quasi inconnu à l'échelle internationale? Le CAC 40 a trouvé son candidat. Je cite, président des riches. La formule est réductrice. Il s'agit plutôt d'un président de la finance mondialisée, de cette élite transnationale, qui se joue des frontières et des loyautés nationales. Parmi ses premiers soutiens financiers, on retrouve des noms familiers du monde bancaire. Christian Darnia, ancien de BNP Paribas Asset Management, devient le trésorier d'En Marche. Bernard Mourad, ancien de chez Morgan Stanley, pilote entièrement sa levée de fonds. La famille Rothschild elle-même, notamment via Eric de Rothschild, apporte son soutien direct
indirect mais efficace. Un élément troublant mais jamais élucidé. Le financement massif de la campagne de Macron par des donateurs basés à Londres, à New York, des milliers de dons étrangers, pour certains d'un montant proche du maximum légal, affluent vers En Marche. Une mobilisation sans précédent de la finance internationale en faveur d'un candidat français. Alors pourquoi tant d'intérêt à l'étranger pour ce novice en politique ? 2 ans seulement après la mystérieuse invitation au Bilderberg, cet inconnu du grand public devient président de la République française. Une ascension météorique que même tous les scénaristes d'Hollywood jugeraient de très peu crédible. Et évidemment la question qui dérange, comment un homme qui a passé la majeure partie de sa carrière au service des intérêts financiers privés peut-il soudainement incarner l'intérêt général? Ces années à Rothschild ne sont pas une simple ligne sur un CV. Elles représentent une immersion profonde dans une vision du monde où l'économie dicte sa loi politique. Les conséquences sont visibles pour qui veut bien regarder. Dès 2017, première mesure symbolique. Suppression de l'ISF et création de la flat tax. Un cadeau fiscal estimé à plusieurs milliards d'euros pour les plus fortunés. Simple coïncidence? Les grandes fortunes françaises ont vu leur patrimoine exploser sous sa présidence, tandis que le pouvoir d'achat des classes moyennes stagnait. Ce que révèlent les études de cette réforme fiscale est édifiant. 70% des bénéfices de la suppression de l'ISF sont allés aux 0,1% des Français les plus riches. Un transfert de richesse sans précédent vers ceux qui possèdent déjà le plus. La suppression de l'exit tax, qui visait à décourager l'exil fiscal, passe presque inaperçue. Pourtant, elle ouvre grand les portes à l'évasion fiscale des plus fortunés. Exactement le type de mécanisme que conseillent les banques d'affaires à leurs clients fortunés. Privatisation de la Française des Jeux, assouplissement réglementaire pour les secrétaires bancaires, les réformes macronistes semblent systématiquement alignées avec les intérêts des marchés financiers. Et dans tout ça, son gouvernement, peuplé d'anciens de chez Rothschild, McKinsey et d'autres temples de la finance globalisée. Édouard Philippe, son premier ministre que vous connaissez, était lobbyiste pour le nucléaire chez Areva. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a travaillé en étroite collaboration avec le monde bancaire. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, venait de chez Danone où elle avait touché 1,3 million d'euros de bonus le jour même où elle a annoncé 900 suppressions de postes. L'affaire McKinsey révèle l'ampleur du phénomène. Sous Macron, le recours au cabinet de conseil privé explose. Plus d'1 milliard d'euros de contrats publics pour ces firmes dont les méthodes d'optimisation fiscale leur permettent de payer 0% d'impôts en France. Des cabinets où travaillent d'anciens collaborateurs du président. Tout ça dans un balai de porte tournant qui donne le vertige. Cette omniprésence de McKinsey mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Ce cabinet américain a été impliqué dans plusieurs scandales majeurs, notamment l'affaire Enron et la crise des opioïdes aux États-Unis. Il est également connu pour ses liens étroits avec les agences de renseignement américaines. Pourquoi confier les clés de l'État français à une entité aussi controversée? Quelles informations stratégiques ont pu ainsi quitter le territoire national? Qui contrôle réellement les algorithmes utilisés par l'administration française et développés par ses consultants étrangers? Les médias dominants évoquent rarement ces connexions profondes. Est-ce lié au fait que la majorité des grands médias français appartiennent désormais à une poignée de milliardaires ayant soutenu sa campagne? Bernard Arnault, l'homme le plus riche d'Europe, propriétaire du groupe Les Échos, Le Parisien et de nombreux autres médias, a vu sa fortune multipliée par 3 sous Macron. Vincent Bolloré, qui contrôle Canal+, C8, CNews, Europe 1 et bien d'autres médias, a bénéficié de nombreux contrats en Afrique où la diplomatie française s'est montrée étrangement accommodante avec ses intérêts. Patrick Drahi, propriétaire de BFM TV, RMC et Libération, a pu racheter SFR dans des conditions très controversées. Xavier Niel, propriétaire du groupe Le Monde et actionnaire de nombreux autres médias, a vu ses opérations de rachat facilitées. Ces hommes qui contrôlent l'information ont tous bénéficié, d'une manière ou d'une autre, des politiques macronistes. Un hasard peut-être? Et plus troublant encore, les réseaux internationaux. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, dont l'influence s'étend sur des milliers de milliards, vous êtes au courant, entretient des relations privilégiées avec le pouvoir macroniste. Jean-François Cirelli,
président de BlackRock France, est décoré de la Légion d'honneur en janvier 2020. Et tout ça en pleine réforme des retraites. Une réforme qui ouvre la voie à la capitalisation, un marché juteux pour les gestionnaires d'actifs comme BlackRock. Larry Fink, le PDG de BlackRock, rencontre Macron à l'Elysée à de multiples reprises. Des rencontres discrètes dont la teneur exacte reste confidentielle. Ce même BlackRock qui publie, peu avant la réforme des retraites, un document stratégique appelant au développement de l'épargne retraite par capitalisation en France. Encore une coïncidence, bien sûr. Ce que peu savent, c'est que BlackRock n'est pas simplement un gestionnaire d'actifs. C'est un véritable État dans l'État. Plus puissant qu'énormément de nations. Avec ses 9000 milliards d'actifs sous gestion, cette firme est actionnaire de quasiment toutes les grandes entreprises de la planète. Son algorithme d'intelligence artificielle Aladdin analyse en temps réel l'ensemble du marché financier. Un pouvoir de surveillance et de prédiction que même les plus puissantes agences gouvernementales lui envient. BlackRock siège dans les conseils d'administration de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et des principales institutions financières internationales. Ses dirigeants ont des accès privilégiés aux chefs d'État et aux banquiers centraux. Un État secret et très opaque, et qui ne rend de compte à aucun électeur, mais dont les décisions affectent la vie de milliards d'êtres humains. Et des documents internes de BlackRock, révélés par la presse, montrent comment le géant financier considère la crise des gilets jaunes comme une opportunité pour accélérer les réformes favorables à ses intérêts. La souffrance sociale comme levier d'influence. Voilà qui résume parfaitement l'esprit de la finance moderne. La présidence Macron illustre parfaitement ce que les politologues appellent la capture réglementaire. Quand ceux qui sont censés réguler la finance deviennent ses serviteurs, c'est le triomphe d'une élite mondialisée qui se coopte. Elle partage les mêmes écoles, les mêmes réseaux, les mêmes intérêts et progressivement se détache des réalités quotidiennes de la majorité des citoyens. Et cette capture n'est pas une théorie du complot comme beaucoup de gens adorent dire, elle est le résultat logique d'un système où les mêmes personnes circulent entre les banques d'affaires, cabinets ministériels et instances de régulation. Comment espérer une régulation efficace quand le régulateur d'aujourd'hui était le banquier d'hier et sera le consultant de demain? Lors de la pandémie du Covid-19, cette mainmise est devenue encore plus évidente. Des contrats de vaccins négociés dans l'opacité la plus totale, des échanges de SMS entre Macron et le PDG de Pfizer, révélés par la presse mais jamais expliqués, des mesures de confinement calibrées pour protéger certains intérêts économiques, une gestion de crise qui a systématiquement favorisé les plateformes numériques et les multinationales au détriment des petites entreprises. La technique Rothschild dont Macron s'est imprégné est au cœur de sa gouvernance. Identifier les intérêts des différents partis, parler leur langage, créer l'illusion du consensus, puis structurer la transaction de manière à maximiser le profit pour les initiés. En politique, cela donne en même temps. Cette formule qui lui permet de séduire des publics aux intérêts contradictoires, la méthode est imparable. Des discours progressistes pour la galerie, des politiques néolibérales, des envolées sur l'écologie, mais un bilan environnemental catastrophique, des proclamations sur des justices sociales, mais des inégalités qui explosent. Et à cela s'ajoute un mépris à peine dissimulé pour les citoyens ordinaires, comme en témoignent ces déclarations sur les gens qui ne font rien, ces Français qu'on, je cite, croise dans les gares, ou encore ces Gaulois réfractaires au changement. Des formules qui trahissent une vision profondément élitiste de la société héritée des salons feutrés de la haute finance. Alors la véritable face cachée d'Emmanuel Macron n'est peut-être pas dans les détails de ses années chez Rothschild, mais dans ce qu'elle symbolise fondamentalement. L'aboutissement d'un système où la démocratie formelle masque une réalité bien plus crue. Le pouvoir appartient à ceux qui contrôlent le flux financier. Macron n'est pas l'exception. Il est le symptôme le plus visible d'une transformation profonde de notre système politique. Le visage avenant d'un ordre économique qui a fait de la politique son serviteur. Évidemment, certaines théories vont bien plus loin que ça, suggèrent que des personnalités comme Macron ne sont que les exécutants visibles d'un agenda décidé ailleurs, dans des cercles occultes comme la Commission trilatérale, le Council on Foreign Relations, ou encore des organisations bien plus ésotériques comme le groupe Bilderberg. Et toutes ces théories ne peuvent ni être prouvées ni réfutées, en raison même du secret qui entoure ces institutions. Mais alors, une chose est certaine, si un tel système de pouvoir parallèle existe, Emmanuel Macron pourrait en être un agent. Et la prochaine fois que vous entendrez parler de réformes nécessaires, de modernisation ou d'adaptation à la mondialisation, posez-vous cette question. Qui
qui en bénéficie réellement et surtout qui en paye le prix. Car derrière le sourire et les beaux discours se cache toujours une réalité brutale, des chiffres et des profits. Une réalité que l'ancien banquier d'affaires connaît mieux que quiconque. Et le plus troublant dans cette histoire, ce n'est peut-être que le début. Car finalement, le véritable plan pourrait être bien plus vaste que ce que nous pouvons imaginer actuellement. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On est sorti un peu du contexte. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Puis moi je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.